Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, voici la revue de presse du PRCF pour la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Une semaine qui, bien entendu, aura été marquée à la fin de celle-ci par l'événement, à savoir le nouvel embrasement entre Israël et le peuple palestinien. Cet embrasement a de nouveau eu lieu. En fait, ça fait déjà depuis un moment en réalité, mais à la suite de l'offensive du samedi 6 octobre contre Israël et qui, à l'heure où nous vous parlons, a déjà fait plus de 700 morts du côté israélien avec des milliers de blessés, ainsi que plusieurs centaines de morts d'ailleurs côté palestinien. Il est difficile de citer les médias aux ordres face à ces événements qui ensanglantent la région, tant ils sont partiaux. Bien entendu, la mort de civils israéliens ne peut que susciter l'effroi pour les militants de la paix que sont les membres du PRCF. On pense par exemple aux plus de 260 personnes qui participaient à la rave party à l'occasion de la fête de Sukkot. Pour autant, il faut regarder ce conflit, ce qui s'est passé de manière très claire. Cette offensive a eu lieu dans le cadre d'une guerre qui dure depuis plus de 75 ans et qui n'a jamais été résolue par les mesures en puissance de pouvoir le faire, si elle le désire, à commencer par Israël et son plus fidèle soutien, les États-Unis. Cela ne risque pas d'être le cas, lorsque l'on sait que le gouvernement fasciste de Benyamin Netanyahou, qui pourtant est d'ailleurs surnommé Bibi par Macron qui avait d'ailleurs reçu ce dernier en février dernier avec tous les honneurs, et soit dit en passant, sans évoquer bien sûr la situation des Palestiniens. Eh bien, Netanyahou, qui pour rappel a accédé la première fois au pouvoir en Israël en 1996, et son gouvernement n'ont qu'une ambition en réalité, c'est de rayer le peuple palestinien de la carte et de détruire le principe même de nation palestinienne. Alors bien entendu, les gouvernements pro-israéliens et euro-atlantiques appellent forcément à choisir son camp. Et il est clair que pour le PRCF, de toute façon, ce n'est pas avec le Hamas, qu'on ne saurait soutenir du fait de son islamisme radical, qu'une solution sera possible. Mais ici, nous parlons non pas du Hamas, mais de tout le peuple palestinien et de la résistance nationale du peuple palestinien contre une colonisation illégale, condamnée on ne sait combien de fois par l'ONU, et qui débouche sur l'expropriation de terres pour des centaines de milliers de Palestiniens. Bien entendu, comme toujours, les gouvernements euro-atlantiques et les médias aux ordres tairont tous les meurtres perpétrés par l'État israélien, si ce n'est même le soutiennent. Prenons un exemple, celui de Manuel Valls. À l'été 2014, à l'occasion de l'opération joliment nommée Bordure protectrice, qui avait débouché sur la mort de milliers de Palestiniens, eh bien Manuel Valls avait clairement affiché son soutien éternel à Israël. Et d'ailleurs, il avait déjà déclaré en juin 2011. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Et que dire d'Emmanuel Macron? Emmanuel Macron qui n'a absolument pas réagi lorsque Donald Trump a récemment reconnu, enfin en 2017, en décembre 2017, a reconnu Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Le plus intéressant, le plus amusant, c'était que, puisque c'est Donald Trump qui déclarait ceci, eh bien forcément il y avait des cris d'orfraie qui étaient poussés, non sans raison. Mais curieusement, le silence a été complet lorsque Joe Biden a confirmé à peine arrivé au pouvoir en janvier 2021 que oui, Jérusalem était la capitale d'Israël. Finalement, si on regarde la situation de la France par rapport à ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient, nous constatons que sa diplomatie, la diplomatie de la France, est de plus en plus alignée servilement sur Washington et sur Bruxelles, et qu'elle glisse dans le soutien total et inconditionnel envers Israël. Un exemple très simple, le député LR Stéphane Le Rudulier, qui a obtenu un doctorat d'ailleurs avec des qualités de plagieur qu'il a cherché à effacer, soit dit en passant, eh bien ce député a déposé un projet de loi pour combattre l'antisionisme. Selon l'adage, antisionisme égale antisémitisme. Mais ce qui est intéressant dans ce projet de loi, c'est qu'il demande également la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Nous voyons donc que la logique, elle est très simple. Il s'agit
de rayer encore une fois le peuple palestinien de la carte et de nier l'institutionnalisation par Israël d'un régime d'apartheid. C'est ce qu'a proposé un projet de loi déposé en mai dernier par le député PCF Jean-Paul Lecoq. Et bien entendu un projet de loi largement rejeté par l'Assemblée nationale. Pourtant, depuis juillet 2018, la loi fondamentale adoptée par la Knesset, le Parlement israélien, sur proposition du gouvernement Netanyahou, affirme la chose suivante. Israël est l'État-nation du peuple juif, dans lequel il réalise son droit naturel, culturel, historique et religieux à l'autodétermination. Et au passage, il est affirmé que les implantations juives relèvent de l'intérêt national et bien sûr que Jérusalem est la capitale d'Israël, y compris la partie orientale de la ville qui a été annexée, rappelons-le, à la suite de la guerre des 6 jours en 1967. Mais bien entendu, sur pression du CRIF et de tous les partis pro-israéliens, de Le Pen Zemmour, nous y reviendrons dans une prochaine revue de presse, jusqu'au Parti socialiste à Europe Écologie Les Verts, et même jusqu'à des membres du PCF, voici que le tournant pro-israélien est confirmé en France, au mépris de la réalité de la fascisation qui caractérise le régime israélien. Pourtant, c'est le maire de Tel Aviv, Ron Huldaï, que personne n'a entendu, bien entendu, en décembre 2022, qui affirmait qu'Israël se dirige vers une théocratie fasciste. C'est le maire de Tel Aviv qui a clairement indiqué ceci. Et comme le disent très très bien le Maki et le Hadash, une alliance parlementaire de gauche radicale israélienne juive et musulmane, tandis que le Maki est le Parti communiste d'Israël, ils ont clairement rendu responsable de la situation le gouvernement fasciste de Netanyahou. Et pour cause, puisque de toute façon Netanyahou souhaite éradiquer, nous l'avons dit, le peuple palestinien. Huldaï, le Maki, Hadash, antisémite? Bien sûr que non. Et c'est pourquoi, plus que jamais, le PRCF soutiendra les forces progressistes, et à commencer par les forces communistes, aussi bien palestiniennes qu'israéliennes, qui combattent pour la fin de la colonisation illégale et pour une situation de paix définitive dans la région. Naturellement, cela ne passera que par les solutions qui seront choisies par les combattants de la paix dans ces deux camps. Mais ce qui est important, c'est que tout ceci doit déboucher sur une situation laïcisée et défascisée, que ce soit du côté d'Israël, bien entendu, que ce soit aussi du côté du Palestinien, car on ne saurait appuyer le Hamas islamiste. En revanche, n'oublions pas que le Hamas a été installé parce que le gouvernement fasciste de Netanyahou et que tout leur suppôt euro-atlantique, à commencer par les néoconservateurs pro-israéliens et clairement anti-arabes et anti-musulmans, font tout pour détruire l'espoir de paix et l'existence d'un État palestinien au Proche-Orient. À présent, voici le chiffre de la semaine. Et ce chiffre de la semaine, il est petit, mais il est intéressant. 6. Inédit ce chiffre, parce qu'il correspond au nombre de pays qui, pour la Coupe du Monde de football 2030, accueilleront justement des matchs. Une décision prise par la FIFA qui, après avoir attribué la compétition à un trio de pays composé de l'Espagne, du Portugal et du Maroc, ce qui est un choix justifiable géographiquement, a décidé d'attribuer également un match à chacun des pays suivants, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Une sorte de compromis entre l'UEFA et la Fédération sud-américaine de football, la CONMEBOL, après l'échec de la quadri-candidature Argentine, Uruguay, Paraguay, Chili. Et c'était aussi un moyen de rendre hommage au centenaire de la compétition, puisque la première édition avait été organisée en Uruguay en 1930. Cependant, des voix se sont fort logiquement élevées contre ce projet, et notamment celles d'anciens footballeurs en colère à l'image du champion du monde de 1998, Emmanuel Petit, qui a cru à une plaisanterie et s'est littéralement emporté. Un rapide extrait. Tu penses un petit peu à l'écologie. Tu penses un petit peu aux supporters. Déjà que c'est super cher de suivre son équipe nationale. Bon, nous ne serons pas surpris par cette nouvelle décision. Car déjà, l'attribution de la Coupe du Monde de football au Qatar en 2022 avait suscité de vives réactions, à raison. Mais là, curieusement, nous n'avons pas entendu beaucoup de gouvernements. Car, sans même parler de l'aspect écologique, c'est une évidence, dont on voit bien que la FIFA se moque éperdument, et bien sûr, de l'aspect économique et du prix des billets.
Que dire du simple principe, d'une atmosphère d'une Coupe du Monde de football, où se retrouvent les supporters du monde entier à un seul et même endroit? Déjà, lors de l'Euro 2020, eh bien, l'UEFA avait brillé, si j'ose dire, en faisant jouer les matchs de la compétition dans 11 villes hôtes situées dans 11 pays différents. Et au départ, il y en avait même 13 avant que Bruxelles et Dublin retirent leur candidature. Mais avec le passage de 64 matchs à 104 matchs en l'espace de 6 semaines, bonjour l'indigestion, et ce dès l'édition 2026 de la Coupe du Monde de football, il fallait bien des mesures tout autant absurdes et terriblement révélatrices de la folie d'un homme, un certain Gianni Infantino, le mégalomane président de la FIFA, qui se prend pour le maître du monde selon les dires de la journaliste Alba Ventura. À présent, nous pouvons passer à l'image de la semaine. L'image de la semaine, elle est en date du 3 octobre 2023. Et elle nous vient du Ghana, où des manifestations massives de travailleurs ont lieu contre la vie chère et débouchent sur la demande de démission de l'actuel président Nana Akufo-Addo. Alors, le Ghana, depuis quelques années, depuis les années 2010, a été présenté comme un modèle de croissance économique. Mais voilà que, comme le signale Le Monde, le pays a depuis été rattrapé par l'inflation qui dépasse désormais 40%. Le Ghana, je vous l'ai dit, a longtemps été présenté comme un lion africain sur le plan économique, du fait de son importante croissance. Mais il se retrouve, comme tant de pays, face aux contradictions inhérentes à tout pays qui opte pour un mode de développement capitaliste. Et particulièrement dans le cas des pays africains, se heurte à la question de la souveraineté économique. Et pour cause, du fait de l'explosion des prix des matières premières, de la nourriture, etc., etc. Le Monde détaille les raisons de la colère. Les impôts élevés, l'inflation élevée, le coût de la vie élevé, le taux de chômage élevé, l'état déplorable de nos infrastructures, des routes, des écoles, des installations de soins de santé. Et Le Monde d'ajouter que de nombreux Ghanéens ne peuvent plus s'offrir 3 repas par jour. Curieusement, il faudrait quand même ajouter que dans le fond, ce qui n'est pas une surprise, tout ce qui vient d'être dit est valable pour la France. Et d'ailleurs, le Nouvel Observateur le faisait le remarquer encore, qu'un Français sur 3 ne fait plus 3 repas par jour. Tout ce que nous venons de décrire, dans le fond, est valable bien sûr pour le Ghana, est valable bien sûr pour de nombreux autres pays africains, mais aussi est valable pour la France, où les travailleurs se mobilisent contre la destruction de toutes leurs conditions de vie, sans que cela émeuve spécialement d'ailleurs les médias aux ordres qui sont là pour verrouiller l'oligarchie euro-atlantique de France et assurer sa protection. La personnalité de la semaine à présent, eh bien il s'agit de Johanna Rolland, la numéro 2 du Parti Socialiste, qui défend plus que jamais l'union de la gauche face au risque du Rassemblement national à la présidentielle de 2027, comme l'a révélé Le Point du 1er 2 octobre dernier. Et précision, elle indique bien qu'elle espère que la gauche à laquelle elle aspire aille de Clémentine Autain à Bernard Cazeneuve. Voici le résultat logique et inévitable de cette alliance électoraliste qu'est la NUPES, en dépit d'ailleurs des divisions que révèlent encore plus les communiqués au sujet de ce qui se passe au Proche-Orient. Et c'est aussi le résultat inévitable du Big Bang de la gauche radicale à laquelle aspirait une certaine Clémentine Autain, et ce au lendemain du désastreux score obtenu lors du scrutin européiste de mai 2019, le score désastreux de la France insoumise, sans parler des autres formations dites de gauche. À cette époque, Autain appelait pourtant à réunir insoumis, communistes, anticapitalistes, socialistes et écologistes décidés à rompre avec le néolibéralisme. Bref, cela permettait de déboucher sur une alliance parfaitement eurocompatible et eurobéate, et qui va totalement à l'encontre des classes populaires, et en particulier de la classe ouvrière, et d'un nombre croissant de gilets jaunes qui sont de plus en plus matraqués par lieu du capital. Voilà ce qu'est la NUPES en réalité depuis le début. Et voilà comment Jean-Luc Mélenchon a réussi un véritable exploit. Celui, comme l'avait déjà annoncé le PRCF au lendemain de la présidentielle de 2022, de ressusciter le croulant Parti socialiste à 2 doigts de l'effondrement après le score lamentable d'Anne Hidalgo au printemps 2022.
Et pour quel résultat et surtout quel remerciement pour la France insoumise? Des critiques de plus en plus vives des partenaires de la NUPES, à l'égard en particulier de Jean-Luc Mélenchon qui, il faut bien l'avouer, sous la pression des partisans du Big Bang, a entraîné la France insoumise dans une mortifère ligne politique euro-atlantique, contraire aux intérêts des travailleurs, et nous voyons désormais le résultat de manière frappante. La déclaration de la semaine, à présent, elle date un peu, certes, mais nous ne pouvons que la signaler, et elle est signée Pascal Praud, l'éditocrate et chroniqueur de CNews, qui, faussement candidement, avait affirmé vendredi 29 septembre, mais on en a surtout parlé la semaine dernière, il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que ce sont les personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France? Est-ce que c'est lié à cela? De quoi lié à cela? La question des punaises de lit, bien entendu. Et lundi 2 octobre, face aux critiques légitimes dénonçant des propos racistes, l'éditocrate se justifiait en arguant de la liberté d'expression et en dénonçant une prétendue chasse à l'homme à son encontre. Car il est convaincu que CNews est une cible, notamment l'heure des pros, c'est l'émission qu'il anime, pour les délateurs zélés de l'espace médiatique qui ont voulu voir dans la sienne, son interrogation, une connotation raciste. Disons qu'il y avait de quoi avoir des doutes au sujet des propos de Pascal Praud, quand on sait que ce dernier estimait à l'occasion de l'élection présidentielle de 2022 que Éric Zemmour était meilleur que les autres, puisque sa déclaration est la plus juste, la plus intelligente. Et nous vous passons les autres propos qu'il a tenus à l'égard des candidats des autres dont tout le monde s'en foutait, paraît-il. Et il est vrai que travailler sur la chaîne réactionnaire, et même disons clairement fascisante, si ce n'est fasciste de CNews, n'est généralement pas un gage de progressisme, et même pas d'humanisme. Mais il n'en demeure pas moins que l'ancien présentateur de Téléfoot espère un soutien de l'Arcom dans cette affaire. L'Arcom qui a été saisi par des députés LFI et même des députés Renaissance, c'est dire, à la suite de la question innocente posée par le propagandiste pro-Zemmour. L'infolute de la semaine à présent. Alors c'est une infolutte non seulement de travailleurs, mais aussi une lutte idéologique. C'est celle menée par les membres de la compagnie Jolimo, la compagnie de théâtre qui réalise des spectacles de grande qualité, des spectacles musicaux et de chant, et qui est menacée de fait de quitter le théâtre de la Belle Étoile où ses membres sont implantés depuis 40 ans. Comme le précise d'ailleurs le site de la compagnie, notre pérennité à la Belle Étoile n'est assurée que jusqu'à fin décembre. Comme au terme de chaque convention, un appel à projet concernant la gestion et l'occupation du théâtre a été lancé par la mairie, la ville étant propriétaire des lieux. Nous sommes très inquiets, car cet appel d'offres ne nous correspond plus. Nous risquons donc de perdre notre outil de travail et de ne pas pouvoir assurer la programmation de la saison complète. Et pour cause. Car en refusant désormais de payer la facture d'électricité d'un montant de 40 000 €, alors que la mairie l'assurait toujours, eh bien la mairie PS de Saint-Denis met le couteau sous la gorge de la compagnie, qui a pourtant fêté ses 40 ans cet été lors du festival de la Belle Rouge à Saint-Amand-Roche-Chavine, en Auvergne. Un festival auquel le PRCF a participé en bénéficiant d'un très bon accueil, et ceci vous avez pu le constater dans la version papier du journal Initiative communiste du mois de septembre. À quoi s'ajoute de surcroît la fin d'une subvention régionale, une décision prise bien sûr par Valérie Pécresse d'un montant de 40 000 €. Donc nous avons ici un différentiel catastrophique de 80 000 € pour la compagnie qui pourtant par la qualité de ses spectacles, la justesse de ses combats, la générosité et le professionnalisme de ses membres mérite le plus vif soutien. Et naturellement le PRCF qui travaille et combat aux côtés de Jolimo depuis des années continuera à marquer sa présence, comme c'était le cas lors de l'Assemblée Générale tenue à Saint-Denis vendredi 6 octobre. L'UE au quotidien cette semaine, eh bien l'UE au quotidien va nous faire aller vers la Slovaquie, car Robert Fico a formé un gouvernement et qui a causé pas mal de remous au sein de l'Union européenne après pourtant sa victoire aux élections législatives. Bon, il y a de quoi, parce que c'est une sorte de Viktor Orban slovaque, qui a annoncé que son pays n'enverra plus une seule munition à l'Ukraine. En même temps, il s'entend bien avec Vladimir Poutine, c'est normal. Mais en précisant que la Slovaquie et ses habitants ont des problèmes plus importants,
Alors naturellement, cela a provoqué les cris d'orfraie des partisans de l'Axe UE-OTAN et des partisans du régime pro-nazi de Kiev. Ce n'est pas le PRCF qui va soutenir Robert Fico, hostile aux immigrés, aux LGBT, aux communistes naturellement, et qui a vu une bonne partie de son entourage condamné dans des affaires de corruption avérées, à tel point que justement le journal Le Point s'en était ému, en rappelant que l'Agence nationale du crime NACA, au printemps 2022, avait démontré que le régime Fico était une organisation criminelle, où policiers, juges, ministres, oligarques brassent des pots de vin, montent des dossiers contre l'opposition et trempent dans des affaires de meurtre. Donc on voit que la fissure au sein de l'Union européenne, elle existe, même s'il ne faut quand même pas l'exagérer, parce que l'opposition est en grande partie factice entre les régimes prétendument libéraux et les régimes réellement illibéraux pour le coup. Car en réalité, les deux camps versent dans la même répression antipopulaire et se soumettent à l'ordre euro-atlantique. Même si dans le cas des régimes illibéraux, eh bien, il y a quand même le refus manifeste d'entrer en confrontation avec la Russie. Et dans l'état actuel des choses, c'est déjà un moindre mal. De ce point de vue, la Slovaquie d'ailleurs n'est pas le seul pays puisqu'elle rejoint la Pologne. Rappelons que la Pologne a également décidé de stopper les livraisons d'armes à l'Ukraine, du fait de l'exaspération des agriculteurs polonais réclamant de fait l'argent pour les salaires et non pour la guerre. Bien entendu, ça a ému Le Monde, ça a ému également Franc-Tireur, le journal auquel nous avions répondu dans une vidéo précédente. Et la Pologne a de quoi être énervée, après que le héros ukrainien Jaroslav Unka, vétéran de la Waffen-SS Galicie, a été célébré par le Parlement canadien. Cela a même poussé le gouvernement réactionnaire de Varsovie de réclamer l'extradition de ce que l'on peut nommer sans problème un véritable criminel de guerre. Encore une fois, l'UE est victime de ces contradictions structurelles. Mais ce qui est certain, c'est que dans le fond, tous les régimes, quels qu'ils soient, sont profondément antipopulaires, anticommunistes et soutiennent à fond la marche à la guerre portée par l'impérialisme états-unien. Et cette offensive idéologique va de pair avec l'actualité idéologique et culturelle pour finir cette revue de presse. Et il n'est pas possible d'évoquer l'offensive réactionnaire qui a frappé le séminaire Marx au XXIe siècle, qui est pourtant organisé depuis des années à la Sorbonne et qui avait été créé notamment par le défunt Jean Salem. La première victime, initiale d'ailleurs, de la chasse aux sorcières, n'a été autre que Annie Lacroix-Ries, l'historienne Annie Lacroix-Ries, que le PRCF a immédiatement soutenue en condamnant la censure qui l'a frappée, avant de finalement s'étendre à l'ensemble du colloque. Naturellement, c'est l'une des suites de l'offensive menée par les prétendus anticomplotistes, qui voient le marxisme-léninisme, savent pas ce que c'est, analyse concrète de la situation concrète, etc. Nous en reparlerons dans des vidéos. Mais qui voient le marxisme-léninisme comme un repère de complotistes, ce qu'avait dit le faussaire Rudi Reichstad dans un récent article paru dans Franc-Tireur. J'y ai fait référence un peu plus tôt, et nous vous renvoyons la vidéo de réponse que nous avions concoctée à l'égard de Rudi Reichstad et de Franc-Tireur. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette offensive idéologique réactionnaire, dont nous ignorons d'ailleurs qui sont les commanditaires initiaux à la Sorbonne, touche de plus en plus non seulement le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur, les médias, la politique bien sûr, mais aussi le monde de l'éducation nationale. Et comme l'a signalé un communiqué de la commission philosophie du PRCF, la présidente du jury du CAPES, Silvia Giocanti, a été limogée, officiellement parce qu'elle a divulgué trop tôt les résultats aux lauréats, alors qu'en réalité, il est évident qu'il y a une tentative de mise au pas. Et pour quelle raison? Parce que, en réalité, le jury de CAPES, qui doit interroger, comme tous les autres jurys du CAPES, sur la question des valeurs de la République, souhaitait en faire un exercice de philosophie pratique et appliquée, et éviter le piège d'une restitution mécanique, voire dogmatique de ces valeurs. Oui, parce que lorsque la Macronie appelle à défendre les valeurs de la République, il s'agit en réalité de faire une véritable propagande, d'autant qu'elle ne cesse de piétiner tout le temps les valeurs de la République, dont elle se fiche éperdument. En somme, nous sommes rentrés dans un véritable maccarthisme du XXIe siècle, ce n'est pas nouveau, mais il s'accélère.
Et il a en première ligne, une fois de plus, les communistes. Et c'est la raison pour laquelle Aymeric Monville rappelle dans un article récemment publié sur le site des sycophantes aux squadristes pourquoi et comment la chasse aux communistes vient d'être relancée. Eh bien, il rappelle cette réalité. Et inutile de préciser que dans le contexte actuel du bourrage de crâne pro-israélien, comme indiqué plus tôt dans la vidéo, cette chasse s'intensifiera encore plus en cas de désobéissance à l'ordre roi atlantique établi. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. Naturellement, les suivantes parleront notamment de ce qui se passe au Proche-Orient, mais pas seulement. Et une chose est sûre, partagez une fois de plus cette revue de presse sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, etc. En n'oubliant pas que le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Exactement ce que préposait Jean Jaurès, exactement ce que fait le PRCF tous les jours, fût-ce également au prix de nombreuses inimitiés auxquelles nous commençons à nous habituer. Mais plus que jamais, pour un nouveau monde, pour de véritables nouveaux jours heureux, comme y appelle le PRCF depuis au moins 2011, rejoignez le PRCF. Le combat continue, camarades.